Créteil. Voilà quelques-unes de ces annonces. Et puis un deuxième volet sur l'éloignement des conjoints avec ces fameux bracelets électroniques anti-rapprochement. Ça existe en Espagne depuis 15 ans, hein, depuis 2004. Le principe, c'est les hommes portent à la cheville un bracelet qu'ils ne peuvent pas enlever, un peu comme un bracelet électronique pour les prisonniers sous contrôle judiciaire. Et la femme, elle a sur elle, dans son sac à main, chez elle, un petit boîtier. Et si l'homme se rapproche trop, ça bip et les forces de l'ordre interviennent. Alors il dit qu'il y a plusieurs propositions de loi qui ont été déposées. J'ai l'espoir que ce soit mis en place dès cette année, dans des cas soit où l'homme a été condamné, soit avant même une condamnation dans le cadre d'un contrôle judiciaire. Voilà, donc cette série de mesures annoncées, et il dit que tout ça sera enrichi pendant ces 2 mois et demi de Grenelle. C'est très intéressant. Quel est votre sentiment? Je voulais me tourner vers vous, qui êtes médecin, mais d'abord, oser le féminisme, parce qu'on est sur le volet judiciaire, police, accueil. Ça correspond aux revendications que vous aviez, la manière dont on accueille les plaignantes. Et excusez-moi d'y revenir, c'est très important, la rapidité judiciaire, parce qu'il est arrivé qu'il y ait des plaintes de déposées. Et des femmes qui sont tuées. Et qui sont tuées parce que la plainte est déposée, elle n'a pas été forcément suivie, manque de temps, et cette femme meurt sur les coups de son mari. Ça, c'est important. Je vous rappellerai quand même que l'ordonnance de protection est une mesure présententielle, c'est-à-dire avant la condamnation du conjoint violent, il y a la possibilité que le parquet, que la justice, une fois que la plainte a été déposée et que le conjoint violent est déféré auprès de la justice, d'avoir des mesures de protection qui sont aujourd'hui largement insuffisantes. Pour répondre à votre question, j'ai entendu des choses extrêmement justes. Par certains moments, on a parlé de féminicide, on a parlé des défaillances de la police, des défaillances des magistrats, mais tout ça on le sait, et je suis par contre complètement effarée d'entendre évaluation, diagnostic. On perd du temps selon vous? On perd du temps, c'est-à-dire que les diagnostics ont déjà été faits maintes et maintes fois. Nos revendications en tant qu'association féministe, elles sont là depuis très longtemps. J'ai l'impression qu'on découvre le travail interministériel, puisque c'est un problème transversal. Il y a plusieurs ministres sur l'estrade. Je rappellerai qu'on en est quand même au 5e plan interministériel de lutte contre les violences. Et là, le dernier plan triennal 2017-2019, on ne sait pas où on en est, on ne sait pas quels sont le bilan de ce travail interministériel. Et là, on a l'impression qu'on va se relancer dans une phase. J'ai entendu travail collectif, concertation, évaluation, diagnostic. Pour vous, ce sont des mots. Noémie, vous vouliez intervenir et je donnerai la parole à vous. On sait déjà ce qui ne va pas dans les commissariats. On sait déjà ce qui ne va pas. On a besoin, c'est simple, on a besoin d'avoir des référents famille dans chaque commissariat en nombre suffisant et qu'il y en ait toujours un qui soit présent. Et des psychologues. J'ai lu qu'il y avait Marlène Schiappa qui voulait... On a parlé de 73 de psychologues. C'est trop peu. C'est extrêmement peu. Et donc, les revendications, on le laissait. Et moi, l'autre chose qui m'a profondément choquée, c'est la conclusion d'Édouard Philippe de dire c'est pas un problème de budget. Mais si, c'est un problème de budget. Parce que vous touchez du doigt le fameux milliard espagnol qui est contesté. Si on veut avoir un meilleur accueil dans les commissariats, il faut faire des formations à ces policiers qui ont intégré un certain nombre de stéréotypes sexistes et qu'il faut déconstruire. Et ça coûte de l'argent. Développer des téléphones grand danger, ça coûte de l'argent. Faire des centres d'hébergement d'urgence en nombre suffisant, ça coûte de l'argent. Ça se débloque parce qu'on y reviendra. Il y a des hébergements avec plus d'hébergements annoncés par le gouvernement, mais c'est évidemment trop lent. 1000 places, et c'est trop peu parce que c'est en dessous du nombre. Juste, excusez-moi, Gilles Lazimi, comment vous regardez, vous êtes sur la même ligne, vous êtes un acteur de terrain. On perd du temps à diagnostiquer? Mais non, le diagnostic, il a déjà été fait. Donc là, encore une fois, on demande un rapport, on demande une évaluation, on va peut-être nommer une commission. Il y avait un haut conseil qui, depuis 2013, a fait une 50aine de rapports. On a fait 2 rapports sur les violences et sur l'évaluation des politiques publiques. Tout a été dit en novembre 2018 et en janvier 2019. On sait exactement de quoi on a besoin. On sait exactement quel est le montant qu'il faut mettre en place. On connaît le diagnostic. C'est clair. Le montant, c'est combien? Parce qu'il y a un débat. Marlène Schiappa dit, écoutez, les budgets ne sont pas extensibles, le milliard, on ne l'aura pas, et il n'existe pas en Espagne. Le Haut Conseil à l'égalité entre les hommes et les femmes a consulté, a fait un rapport qui a été très long, où on évalue à au moins 500 millions, très clairement. Donc on est loin du compte pour l'instant. Donc ça, c'est le chiffre. Le diagnostic, les associations, ça fait 15 ans qu'elles le font. Au quotidien, quand on rencontre les femmes victimes de violences, on sait comment ça se passe. Et ça se passe le plus souvent mal au commissariat. Ça se passe mal pour les protéger, car on n'a pas d'hébergement pour les protéger. Donc le service de mise en sécurité, moi je suis fou là quand j'entends ça aujourd'hui. Ça va être dans combien de temps encore? 3 mois, 4 mois? Combien va-t-il y avoir encore de femmes qui vont mourir? Très clairement, aujourd'hui, à SOS Femmes 93, on ne peut plus recevoir depuis des semaines et des mois de femmes qui vont porter plainte, qui nécessitent d'être hébergées avec leurs enfants.
Parce qu'il n'y a pas de place, parce qu'on est obligé de conserver et de garder ces femmes pour les protéger, et parce qu'il y a énormément de dysfonctionnement au niveau de la justice. Le problème des enfants, souvent aussi. C'est qu'on peut accueillir la femme, mais si pas de place pour 2-3 enfants... Et le problème de l'école, parce qu'il faut que le logement soit prêt. 125 femmes et 250 enfants, c'est colossal. Et clairement, on a besoin au moins du double. Excusez-moi, vous êtes avocate, vous défendez ces femmes. Sur le diagnostic, on ne va pas faire toute l'émission, mais on va essayer de se projeter aussi, puis essayer de comprendre ce qui est possible de faire. C'est toujours le même cheminement, c'est difficulté au commissariat pour faire enregistrer sa plainte. Et puis ensuite, une fois qu'elle a été enregistrée, c'est trouver un hébergement pour quitter les griffes de l'homme qui la bat. C'est clair, je suis assez d'accord avec ce que disent toutes les personnes présentes ici. Il y a un problème au commissariat, c'est évident, des femmes qui se découragent et qui abandonnent, et quand elles déposent des plaintes, il ne se passe rien. Et sur les places, l'accueil disponible pour les femmes, il faudrait aussi que, parce qu'on parle des policiers qui n'enregistrent pas les plaintes, c'est simple, il faut les sanctionner. Les policiers, ils ont l'obligation de le faire. Il y a un article du Code de procédure pénale qui les oblige à enregistrer les plaintes. Ils ne le font pas, ils doivent être sanctionnés. C'est aussi, hiérarchiquement, on doit leur dire qu'ils ont l'obligation de le faire et que ce n'est pas parce que ce n'est pas dans leur code à eux et qu'ils estiment que ce n'est pas si grave une baffe qu'ils peuvent se permettre de dire, écoutez madame, il y a du monde. Ça, ce n'est pas normal. Donc là, ce n'est pas simplement d'aller faire un audit sur les commissariats. Il faut les minimise sanctionner. Une femme qui vient parce qu'elle dit que son mari lui a mis une baffe ou deux baffes. On peut avoir tendance à minimiser la dangerosité de l'acte et qu'ensuite les choses peuvent évoluer évidemment dangereusement. Avec des cycles de violence qui se rapprochent. Donc, à mon sens, on sanctionne les fonctionnaires parce qu'ils ont l'obligation de le faire, ils ne le font pas. On peut déjà faire quelque chose là-dessus. Et pour sanctionner, il faut qu'on soit au courant. C'est-à-dire si la femme se décourage et qu'elle repart... Oui, aucune trace, rien. On sait, voilà, c'est ça. Mais c'est un signe. Une fois qu'on le sait, parce qu'on a, en tout cas dans les cabinets d'avocats, et j'imagine des femmes qui viennent et qui disent « je suis allée au commissariat, c'était tellement tendu que je suis partie, je me sentais mal, on m'a demandé pourquoi j'étais encore avec lui, si j'étais vraiment victime de violence ». Donc ces questions-là, c'est absolument pas normal. Et ensuite, pour ce qui concerne les places, c'est aussi aux magistrats de faire sortir les conjoints violents des logements. C'est pas normal que ce soit une femme victime qui doive aller avec ses enfants sous le bras dans des centres d'hébergement. C'est à un magistrat qui va être saisi d'une plainte de dire monsieur, vous sortez et puis vous n'y allez plus. Et si vous y allez, c'est la détention. C'est tragique, c'est souvent ce qu'on entend des femmes qui disent, c'est l'expression j'ai pris mes enfants sous le bras et j'ai fui le domicile conjugal. C'est souvent ce qu'on entend. Donc aujourd'hui. Et c'est là où le bracelet de mise à distance est indispensable, parce qu'on a le sentiment que quand on leur dit que l'interdiction orale avec même la menace de détention est largement insuffisante. Ah bah oui, et puis même quand on les défend, des hommes qui reviennent et qui disent non, ça s'est arrangé, on s'est réconcilié, tout va bien, je lui ai promis que... Et non, c'est pas suffisant. Marlène Schiappa a dit dans les ondes, le gouvernement ne peut pas tout faire. Mais attendez. On l'entend sur d'autres sujets un peu très souvent. La police, c'est de la responsabilité de qui? La justice, c'est la responsabilité de qui? Et la protection des victimes, c'est la responsabilité de qui? C'est quand même incroyable qu'on puisse entendre ça. On nous dit après le Grenelle, c'est pas une baguette magique. Non, attendez, c'est important. Mais attendez, excusez-moi, la France est encore, excusez-moi d'être un peu abrupte, un pays sexiste selon vous? Ou est-ce qu'on est en train d'évoluer? Parce qu'on va voir les chiffres, c'est assez troublant. On n'a jamais autant parlé de ce sujet depuis des mois, voire des années. Et quand on examine les chiffres, on va les voir. On voit que finalement, ça ne baisse pas et que ça progresse même, Céline Picq. C'est très, très étrange comme phénomène. Je pense que ce qui est clair, c'est que... Regardez les chiffres, c'est intéressant ça. Ça stagne. Il n'y a pas de baisse malgré des campagnes. Entre 120 et 150 féminicides par an. Par contre, la société, elle évolue. Les médias également évoluent. Oui, c'est vrai qu'on avance. Je voudrais rappeler, par exemple, le terme de féminicide. C'est un terme extrêmement important pour les associations féministes. Pourquoi? Parce que ça permet de nommer les choses et de dire qu'on est bien là dans un phénomène c'est un terme juridique, il n'est pas dans le code pénal. C'est pas encore, c'est un terme juridique. On a lancé à Oser le féminisme la première campagne sur le féminicide en 2014. Et j'ai ressorti les coupures de presse de l'époque. Et il y avait beaucoup de scepticisme, voire d'ironie. Qu'est-ce que c'est que ce terme encore employé par les féministes? Depuis un an et demi, aujourd'hui, la société est en train de changer. On a une tolérance sociale aux violences masculines, aux violences contre les femmes qui diminue. Et ça veut dire aussi de pouvoir bien nommer les choses. Et aujourd'hui, maintenant, les médias reprennent ce terme de féminicide pour montrer le caractère même certains magistrats, et sexiste. Et pour la première fois, la procureure Doche, dans le cadre d'un féminicide à Pessan, il y a une dizaine de jours, l'a utilisé et lui a semblé, et elle a dit, c'est une évidence, c'est quelque chose de structurel. Et déjà,
ça permet déjà de comprendre le phénomène et effectivement de rassembler aujourd'hui la société contre ces violences masculines. Mais maintenant, j'ai envie de dire, la balle est dans le camp du gouvernement aujourd'hui. Et c'est au gouvernement. Il l'a repris, je vous entends, vous êtes très critique, mais il essaie en tout cas, au-delà du diagnostic et des critiques qu'on peut lui faire, d'amener quelques propositions concrètes. Enfin, je ne me fais pas l'avocat du gouvernement, mais... Ça fait depuis 2004. Oui. Donc c'est trop lent. Manifestement. Gilles Lazimi, votre définition du féminicide, parce qu'il y a un vrai débat, on parle d'infanticide, de féminicide, il n'est pas inclus encore dans le code pénal, il y a une volonté de le faire. C'est quoi cette définition? Qu'est-ce qu'on pourrait... C'est une définition simple, c'est toute femme tuée par son conjoint, son ex-conjoint dans une relation de couple. Voilà, c'est simple, très clairement. On est dans le cadre de violence et de domination masculine et de pouvoir qui est pris par certains hommes sur certaines femmes. Bon, je voudrais juste vous montrer ces images parce que les médias se sont emparés du sujet et on en parle longuement, largement. Et puis des personnalités du show business, de la chanson, ils vont décider de s'engager eux aussi. 3919, c'est le badge que je porte qui est un numéro d'urgence qui peut permettre à des femmes d'être sauvées grâce à ce numéro. Ce n'est pas un numéro d'urgence, hein. Gilles Lazimi. Oui, non, attention. C'est un numéro d'accueil. C'est un numéro d'accueil et d'orientation. Donc c'est très bien de le financer. Ce numéro est essentiel. Mais il faut qu'après, ça puisse suivre. Ça veut dire que si on n'a pas d'association dans le terrain et si on n'a pas d'hébergement dans le terrain, ces femmes, elles sont bien seules et elles se retrouvent en grande difficulté aussi. Donc ça veut dire qu'on peut appeler ce numéro sans avoir de solution à l'issue de l'entretien que vous avez avec le... S'il n'y a pas de place dans le service de mise en sécurité, elles ne pourront pas être accueillies. C'est important de le signaler. Regardez ce clip et on débat juste après parce qu'on parlera aussi du profil des hommes qui battent ou qui tuent leurs femmes. Regardez ce clip et on se retrouve juste après. Aujourd'hui encore, des femmes sont tuées par leur conjoint ou leur ex-conjoint. C'est inacceptable. Que vous soyez victime ou témoin, Le 3919 numéro d'écoute national anonyme et gratuit vous oriente et vous accompagne pour mettre fin au cycle des violences. Le 3919 est un numéro vital. Alors le mardi 3 septembre 2019. 3, 9, 19. Mobilisons-nous tous ensemble Pour faire connaître ce numéro. Le 3919. Je partage le 3919. Donc avec évidemment la prudence de Gilles Lazimi, je le redis si vous nous rejoignez puisqu'on parle des violences faites aux femmes dans le cadre de ce Grenelle qui va durer 3 mois, vous le redites, attention, 3919, c'est pas un numéro magique. On peut témoigner, mais il n'y a peut-être pas de solution. Il faut qu'il y ait derrière des associations, des gens de terrain qui puissent recevoir ces femmes et les accompagner. Ça veut dire que quand on diminue les financements d'une association, je pense à Grenoble dans le cadre du planning familial, eh ben, on va ne plus avoir de personnes qui peuvent accueillir, accompagner. Quand il n'y a pas suffisamment de places d'hébergement, eh ben, on va être en difficulté avec ces femmes. Et quand le commissariat ne fait pas son travail, on va être aussi en difficulté. Bien sûr, ce numéro est essentiel, très clairement. Il est essentiel, plus de 55 000 personnes ont téléphoné cette année. Mais ça ne suffit pas. Il faut qu'il y ait aussi le reste. Et c'est le reste qui va aider ces femmes à sortir du cadre des violences. Excusez-moi, c'est plusieurs fois que je l'entends sur ce plateau. On fait une émission Police Justice Info. Ça veut dire quoi, un commissariat qui ne fait pas son travail? C'est quoi? C'est l'accueil des hommes qui sont derrière le guichet, qui ne comprennent pas bien ce que la plaignante veut. Il y a une forme de sexisme. Parfois remettre en... Enfin, par exemple, le viol conjugal, c'est une notion que les personnes ne comprennent pas parce que l'idée, si on est en couple avec quelqu'un, par principe, avoir des rapports sexuels avec cette personne est quelque chose de logique. Les dissuader de porter plainte, les dissuader même parfois de déposer une simple main courante. On sait que c'est des choses auxquelles sont confrontées les femmes. Des personnes qui... Alors, il y a des formations et des choses qui ont été faites quand même ces dernières années, mais à une échelle qui est largement insuffisante encore aujourd'hui. Qu'est-ce qu'elles vous disent, vos clientes, celles qui poussent la porte de vos cabinets et qui viennent vous expliquer leur vie dans l'intimité de votre cabinet? Qu'est-ce qu'elles vous racontent? Très, très régulièrement, de toute façon, c'est pas une fable dans les commissariats. Elles sont mal reçues, elles sont incomprises. Parfois, on remet en cause ce qu'elles racontent. La jalousie excessive, les humiliations, les pressions, les menaces, quand on les prive, quand elles n'ont pas de moyens financiers et qu'elles se retrouvent dans un état de dépendance, c'est déjà des violences conjugales. Et certains hommes, surtout, qui vont les recevoir, vont minimiser ces violences-là et sans une interruption de travail de 8 jours ou des violences graves, on va dire que c'est pas si grave, alors qu'on sait bien que ça peut basculer à tout moment, donc il faut tout de suite s'en préoccuper. Et puis après, ce qu'elle raconte, c'est en général assez terrible, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune femme victime de violence qui est bien, qui est équilibrée, qui se sent bien. En général, déjà, quand elles arrivent, ça fait un moment que ça dure, parce que c'est très compliqué. Elles sont brisées. Elles sont brisées, elles culpabilisent par rapport aux enfants, parce que les enfants qui sont là, même s'ils ne sont pas eux-mêmes directement victimes de violences, ils sont confrontés à ce monde-là, et c'est très compliqué quand il y a des enfants.
Et elles se demandent comment elles en sont arrivées là, elles savent pas comment, elles ont peur de représailles, peur du jugement des autres. Et parfois, il y a aussi l'emprise qui s'ajoute à ça. Elles ne savent pas comment s'en sortir, elles sont amoureuses ou elles sont dans quelque chose de très nocif. Et c'est vrai que même pour nous, les avocats, c'est parfois un peu compliqué parce qu'on peut essayer de porter leur plainte et de faire les choses. Et parfois, même au tribunal, on a des victimes qu'on défend qui viennent et qui disent non, j'ai menti. Un revirement. Et c'est terrible parce que les magistrats voient bien qu'elles sont terrorisées. Et voilà, et ça arrive quand même assez souvent. Donc il y a un travail de psychologie que doit faire l'avocat aussi pour essayer de dénouer une espèce de relations parfois liées à on lit des pervers narcissiques, enfin des situations sous emprise. Vous êtes d'accord? Il y a aussi cette difficulté-là quand même dans la relation. Il faudrait aussi des soignants, je pense, des psychologues qui aident, qui accompagnent. Alors, ce que vous appelez peut-être pervers narcissique, moi j'aime bien le nommer stratégie de l'agresseur, c'est-à-dire que quels que soient les hommes violents, et c'est vraiment une stratégie qu'on retrouve aussi pour la question du viol, c'est vraiment spécifique aux violences sexistes, il y a toujours cette phase isolement. Ça peut aussi être on la coupe de ses réseaux sociaux, de ses amis, son travail, on va l'inciter à se retirer de l'emploi, se couper de sa famille. Ensuite, il va y avoir le conjoint violent va jouer le chaud et le froid, c'est-à-dire qu'on va un coup lui dire qu'on l'aime, un coup je t'aime, et ensuite on va la rabaisser, on va l'humilier, et donc ce chaud, ce froid, elle ne sait plus où elle en est, et on va aussi inverser la responsabilité. Est-ce que vous disiez très bien, elle devient coupable de tout. Elle devient coupable, responsable de tout. Parce qu'elle fait les choses mal, parce qu'on l'a rabaissée tellement qu'elle finit par croire que c'est parce qu'elle est nulle qu'elle est frappée, et sans compréhension de ces mécanismes d'autodépréciation, de mise sous terreur, de mise sous emprise. C'est pour ça que la formation des policiers est vraiment cruciale. C'est que si vous n'avez pas connaissance de ces mécanismes de mise sous terreur, de mise sous emprise, ce qu'on appelle la stratégie de l'agresseur, on a une femme qui va... Il faut cette grille de lecture-là, bien sûr. Voilà, on va avoir une femme qui va dans un commissariat, même si elle passe la porte du commissariat, peut-être minimiser les faits, peut-être même, une fois rentrée chez elle, si on ne lui propose pas tout de suite une plainte, on va avoir le mari qui va passer derrière et qui va lui faire pression, et elle va retirer sa plainte. Et par exemple, un commissariat qui voit une femme revenir pour retirer sa plainte, ça devrait être non pas c'est chouette, je vais pouvoir classer le dossier, mais au contraire, attention, peut-être que cette femme est trop sous attention, la terreur, dossier sensible, est trop sous la pression, elle a trop peur pour la sécurité de ses enfants ou sa propre sécurité, et donc elle retire sa plainte parce qu'elle n'a pas d'autre solution que partir de chez elle, et elle ne peut pas partir de chez elle. Préférant souffrir que de partir. Et donc là, au contraire, il faudrait que le parquet et les services de protection agissent et disent attention, danger. Gilles Lazimi et Noémie Schulz, mais vous êtes médecin et vous me disiez que c'était les victimes qui venaient vous rencontrer. Là, c'est le schéma typique, classique. Alors, il y a des victimes qui viennent spontanément. Chaque histoire est différente. Je reçois des victimes qui sont adressées par le service de mise en sécurité des SOS Femmes. Ça veut dire qu'elles ont enfin pu aller au commissariat et elles ont enfin été accueillies et on les a pris en charge. Donc, quand on les voit et quand on raconte, alors on dit que c'est toujours des histoires différentes, c'est pas vrai. Une typologie. 10 histoires, 100, c'est toujours la même chose et on a toujours cette même stratégie. Donc, un accueil bienveillant, un accueil compréhensif, et je le dis pour les médecins, les policiers ou les travailleurs sociaux, un accueil où on explique ce qu'elle vit, et on déculpabilise ces femmes. On leur rend le statut de victime parce qu'elles sont culpabilisées par la société, par la famille, par l'environnement. Détruites psychologiquement, en tout cas. Tout à fait. Et quand on les aide à reprendre main sur leur vie, on va pouvoir les accompagner. Et quand on les protège, dès l'instant où elles sont dans le service de mise en sécurité, vous ne pouvez pas imaginer comme elles sont. En 1 ou 2 semaines, on voit l'amélioration des choses et on voit aussi les enfants qui vont mieux. Et c'est vraiment un moment essentiel. Il faut absolument qu'elles soient protégées et qu'elles soient considérées et qu'on les croie. Et c'est pour ça qu'on dit à toutes les femmes victimes de violences, merci de votre confiance, je vous crois, il n'a pas le droit, c'est la loi et on peut vous aider. Vous pouvez porter plainte, mais c'est vous qui déciderez quand pour qu'effectivement on leur redonne la main. C'est très important, c'est fondamental qu'on écoute et qu'on croit ce que l'on dit. Tout le monde peut le faire et dès l'instant où on le fait, on peut les accompagner. Je veux revenir sur l'histoire des plaintes. C'est incroyable. On a eu libération de la parole, une société qui parle beaucoup des violences. On en parle. Et qu'est-ce qu'on voit sur les violences sexuelles? Plus de 40% de plaintes et moins de 20% de condamnations. Qu'est-ce qui se passe? Donc là encore, c'est du rôle de qui? L'évaluation des tribunaux, c'est du rôle de qui? L'évaluation des policiers. Elles sont classées, on considère que ça ne mérite pas. Moins de condamnation, ou alors on considère encore à tort que quand il y a une première plainte, c'est un primo-délinquant. C'est jamais un primo-délinquant dans le cas des violences conjugales. Ça dure depuis 3 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans, c'est l'aboutissement avant que la dame soit en capacité
de franchir le pas et aussi ait la capacité de trouver des alliés. Et des alliés, c'est aussi les associations, c'est aussi les travailleurs sociaux, c'est aussi la famille. Des oreilles attentives. Je suis d'accord, c'est l'affaire de tous, mais très clairement, la responsabilité première, elle est du gouvernement et de la société. La société doit protéger. On l'a bien compris, la balle revient dans le camp, en tout cas, des pouvoirs publics, pour être général, et bien sûr du gouvernement actuel. Noémie Schulz. Un point aussi qu'on n'a pas abordé, c'est sur la question de l'autorité parentale. Édouard Philippe a terminé là-dessus en disant, il arrive aujourd'hui, il l'a dit, il l'a répété de manière, il a dit, non, un homme qui bat sa femme et qui enfreint la loi n'est pas un bon père pour ses enfants, et c'est souvent ce qu'on entend, et il y a parfois on maintient à tout prix un contact de l'homme violent avec ses enfants pour maintenir le lien. Il ne faut pas couper le lien avec les enfants. Et il a dit voilà, parce qu'aujourd'hui les outils qu'ont à la disposition des magistrats, c'est assez binaire, c'est soit on suspend complètement l'autorité parentale, mais, donc y compris les obligations, les devoirs, où ça veut dire que l'homme, s'il est déchu de cette autorité parentale, il ne va plus avoir besoin de, il n'y a plus de financement de pension alimentaire, choses comme ça. Et là, ils disent il faut aménager les choses, il faut envisager que l'homme n'ait plus le droit de voir ses enfants, mais en revanche qu'il soit obligé de contribuer et de payer, de verser une pension alimentaire. Je trouve que c'est un point aussi qui est intéressant. Mais là aussi, 2004, première campagne de la Fédération nationale Solidarité Femmes sur les enfants victimes de violences conjugales. 2006. Des enfants, précisons, des enfants qui assistent aux violences. Témoins et absolument. Et comment dire, victimes de violences. Et qui devient circonstance aggravante. Hein. Oui, aujourd'hui. Mais on sait très clairement que ce sont ces enfants qui souffrent le plus et que ce sont ces enfants qui, potentiellement, pourraient devenir des agresseurs après. Donc là aussi, où est le plan prévention et où est le plan protection des enfants et suivi de ces enfants? Ça fait écho au délit sexuel aussi, le fait que comme ça on reporte ce qu'on a vécu. Et vraiment, on peut faire une comparaison avec ce qui a été fait en Espagne avec des tribunaux spécialisés qui essayaient d'avoir vraiment une coordination entre les différentes affaires, parce qu'aujourd'hui, notre justice est cloisonnée et on peut avoir des plaintes au pénal, mais avec le temps de la justice qui est extrêmement long. Et tant qu'il n'y a pas de condamnation, le JAF, lui, par rapport à la garde des enfants et la prononciation d'un divorce et d'une séparation, ne va pas considérer la suspicion des violences et va, par exemple, mettre en place une garde alternée. Et une garde alternée avec un ex-conjoint violent, on sait ce que ça donne, c'est une catastrophe, parce qu'il continue à avoir des violences, au moins des violences psychologiques, des menaces. Il prend en otage l'enfant souvent, il y a une prise d'otage. Voilà. Le film jusqu'à la garde. Exactement, jusqu'à la garde, exactement. Et là, je suis très contente d'avoir entendu Édouard Philippe dire ça, mais j'aimerais quand même rappeler qu'un certain nombre de députés de la majorité présidentielle présentent à intervalles réguliers des amendements pour mettre en place une garde partagée systématique. C'est soutenu par aussi des psychologues, par une certaine... Et la garde partagée systématique, c'est une énorme bêtise, parce que ça veut dire de donner la possibilité à ses conjoints violents de demander la garde partagée pour pouvoir atteindre son ex-conjointe. Donc la garde partagée systématique, c'est pas une bonne idée. Et elle revient assez régulièrement, cette proposition-là, de la part des députés de la majorité présidentielle. Donc il va falloir un moment être cohérent et rappeler qu'un mari violent n'est jamais un bon père. Juste ces chiffres, c'est important, Noémie, ça a dit Cotier, parce que je vois qu'on parle un instant quand même de ceux qui battent. Leur profil socio-professionnel a été établi, étudié en tout cas depuis quelques années. Regardez, c'est assez intéressant parce que en grande majorité, ce sont des retraités, les auteurs à 29%, sans activité à 30%, puis des employés à 17%. Le féminicide, la 100e femme qui est morte sous les coups de... La 101e femme qui est morte sous les coups de son mari, était un retraité qui était en fait dans un hôpital psychiatrique. Les clientes qui poussent leur... Mais vous avez aussi des hommes que vous défendez, parce que les avocats défendent aussi, dans ce type d'affaires, des hommes qui sont accusés d'avoir battu leur femme. Ces hommes qui viennent aussi pousser la porte de vos cabinets, qu'est-ce qu'ils disent? Ils demandent de l'aide, ils veulent être soignés. Enfin, est-ce qu'il y a cette volonté aussi de sortir de leur emprisonnement, aussi de leur violence ou de leur alcool, parce qu'il y a beaucoup d'alcool, de toxicomanie parfois? C'est une bonne question, et je ne vais pas vous mentir en vous disant que tous... certains qui minimisent, qui disent ou qui vont aller rejeter la faute sur la femme en disant elle m'a énervée, c'est de sa faute, quoi. Elle envoie des messages, je sais pas, ou c'est moi qui fais tout, je suis sous pression. Il y a différentes formes de violence. Il y a des violences plus ponctuelles, situationnelles, avec un contexte, une perte d'emploi. Un divorce, une rupture, ça arrive fréquemment. Une rupture. Et puis, il y a de la violence qui, de toute façon, qui est inhérente à un certain type d'hommes aussi. Je préférerais vous parler de certains hommes qui, eux, face à une femme qui va porter plainte et qui se retrouvent mis en difficulté face à une juridiction avec des magistrats un peu durs, ou qui sont obligés d'être confrontés à leur propre violence parce qu'ils doivent voir des psychologues, des médecins, ou parce qu'ils se retrouvent avec d'autres auteurs ou dans un tribunal qui, eux, vont se rendre compte et parfois s'effondrer en se rendant compte. Ils ont un choc.
Oui, et c'est vrai que ça arrive. C'est assez rare. Après, il y a aussi des hommes qui, de toute façon, sont violents. Il y a le problème de l'alcool, faut pas le... Oui, j'évoquais l'alcool, bien sûr. Voilà, les périodes de chômage, les difficultés économiques, ces choses-là. Beaucoup de personnes sans activité, qui sont dans une forme d'errance sociale qui peut-être leur fait perdre pied, sans les excuser, bien entendu. Gilles Ça touche tous les ce profil-là non, dis-moi. Non, mais c'est intéressant. On ne sait pas exactement de qui l'on parle. Ces hommes-là, ce sont les hommes qui ont été arrêtés. Tous les autres n'ont pas été arrêtés, quand même. Donc c'est quand même un grand nombre d'hommes qui continuent à être violents. On sait que ça touche tous les milieux, dans les cabinets ministériels, chez les avocats, chez les médecins. Moi, dans les chiffres que l'on a, c'est plus faible dans les cas supérieurs. Je fais des formations auprès de médecins. Je peux vous assurer que j'ai 2 à 3 femmes qui viennent me voir lors des formations pour me dire qu'elles aussi. Donc ça, c'est quelque chose de courant. Juste sur l'alcool, c'est facteur qui va peut-être les amener à être violents plus rapidement. C'est ce qu'on entend. Oui, mais ce n'est pas l'alcool qui est responsable, c'est même un facteur aggravant. Ce sont des hommes violents. Et le plus souvent, ces hommes violents, ils sont issus de familles violentes, où on a appris la violence. La violence, ça s'apprend à la maison, c'est le premier lieu d'apprentissage. C'est un travail d'éducation très profond. Un homme violent avec sa femme, il apprend la violence à ses enfants, très clairement. Et ces enfants qui sont élevés dans des familles violentes, où on traite la femme ou la mère de cette façon-là, seront plus enclins, quand ils seront adultes, d'être violents avec leur femme. Céline Pic, on verra le cas de Cagnes-sur-Mer. Il faut qu'on parle de ce cas. Quand on entend soin aux hommes, moi j'aimerais rappeler quand même à chaque fois qu'on peut accompagner des hommes violents, mais soyons extrêmement clairs, ce n'est pas une maladie mentale. On n'a jamais trouvé justement, en psychiatrie, j'avais envie de comprendre... On n'a pas jamais trouvé en psychiatrie une maladie qu'on appelait violence conjugale. Ça n'existe pas. La violence conjugale, elle s'ancre dans le sexisme et dans une idéologie sexiste. Dans le social. Donc c'est quelque chose de culturel. Donc c'est la bonne nouvelle, c'est qu'on peut déconstruire et abattre cette idéologie sexiste pour dire donc éduquer. Éduquer. Je préférais le terme d'éduquer, de passer un message sur l'égalité des femmes et des hommes, d'avoir des relations de couple qui ne soient pas basées sur la possession de l'homme par la femme, et vraiment déconstruire les stéréotypes sexistes qui sont derrière cette violence masculine. C'est un travail de très longue haleine, au-delà des annonces, je dirais, très concrètes du gouvernement. C'est un travail de fond. Et ça démarre à l'école, tout ça. Et peut-être pour rajouter quelque chose par rapport à l'origine des auteurs de violence, soyons clairs, il y en a partout. Je me rappelle en particulier, nous, la campagne qu'on a fait lors de la tournée de Bertrand Cantat. On a effectivement même des personnalités. Bertrand Cantat est l'auteur d'un féminicide. Il a effectivement tué sa conjointe. Et avant... Il a été condamné, d'ailleurs. Il a été condamné. Et avant de passer à l'acte, il y avait un certain nombre de violences psychologiques où Marie Trintignant était poursuivie, suivie. C'était en permanence de la mise sous terreur de Marie Trintignant. Et là aussi, on a voulu réécrire l'histoire. Et souvent, les hommes violents réécrivent l'histoire en disant que c'était une histoire d'amour. Et vraiment, c'est quelque chose qu'il faut qu'on arrête de dire. Crime passionnel. On le dit beaucoup moins. Mais encore, il y a 1 an et demi, quand on disait... Oui, c'est ce que je voulais dire. C'est crime passionnel. Il y a 1 an et demi encore. Ils se séparent, ils s'aimaient et ça se termine mal. C'est vrai que c'était les faits divers des années 80. Je pense que Marie Trintignant voulait quitter Bertrand Cantat au moment de son assassinat. Et on était vraiment dans la stratégie type, de la stratégie de l'agresseur, de quelqu'un qui était fondamentalement violent et qui est passé à l'acte et qui a tué Marie Trintignant de 19 coups de poing. Et à l'époque, quand on passait encore sur les médias, on disait non, mais en fait, il est malheureux, c'est l'artiste maudit. Donc il y a toujours quand même cette romantisation de l'amour passionnel, l'amour, crime passionnel, toute cette terminologie qui vise à penser qu'on littéraire et poétique. Il y a en 2004, dans la mort de... Oui, mais je parlais de son retour, quand il avait effectivement accordé un certain nombre d'interviews, en particulier celle des Arocs qui nous avait particulièrement choqué, où il expliquait que c'était lui la victime, que lui il était fou amoureux de Marie Trintignant et que c'était un accident. Non, ce n'était pas un accident. Il a fait exactement avec Marie Trintignant ce que tous les autres criminels auteurs de féminicide ont fait, c'est-à-dire stratégie de l'agresseur, isolement, mise sous terreur, mise sous emprise et passage à l'acte avec un passage à la violence. Et vraiment, c'est important d'arrêter cette romantisation d'un amour passionnel. C'est vraiment pas le registre dans lequel on est vraiment dans le registre de la violence sexiste. Le cas de Cagnes, je l'évoquais, c'était le 100e féminicide. Alors c'est terrible, cette liste terrible, parce que chaque jour, depuis juin, d'ailleurs, je regardais les chiffres, il y a eu 30 femmes qui sont mortes sous les coups de leur mari ou ex-conjoint. L'affaire de Cagnes est emblématique, Cagnes-sur-Mer. Je voudrais vous faire entendre le témoignage d'un témoin. Il a assisté, il a tenté d'ailleurs d'empêcher le drame. L'histoire
tristement banal d'un couple qui se sépare. Elle lui annonce qu'elle va le quitter. C'est l'heure de la séparation. Et c'est le moment de la séparation. C'est ça le problème. Il perd sa chose, il perd son objet. Et c'est là où ils deviennent violents. C'est pour ça qu'il faut qu'on les aide, ces femmes, avant, pour préparer la sortie. Là aussi, si on explique ça comme ça, eh ben on les déculpabilise. Le pauvre, elle le quitte. Tu avais le droit de te séparer, c'est ça que vous dites? Évidemment. Écoutez, c'est vrai que c'est souvent le déclencheur. C'est souvent le déclencheur. Les familles racontent que c'était au moment où elle est partie. C'était le cas d'ailleurs dans beaucoup de témoignages qui ont été accumulés, une séparation, voire une tentative de reconstruire le couple. La femme ne veut pas et les choses se terminent mal. Écoutez ce témoin, ce qu'il nous raconte est dramatique parce que l'histoire de cette femme qui s'est retrouvée en fait battue à mort par son ex-conjoint qu'elle venait de quitter a fini sur un parking abandonné par cet homme qui est rentré seul chez lui. Écoutez ce témoignage qui suscite d'ailleurs une certaine polémique, notamment sur l'intervention des forces de l'ordre. Écoutez. La police, on leur a bien dit qu'elle est là-bas. Il a traîné le corps, le cadavre, il l'a traîné vers là-bas. On ne savait pas si c'était mort ou pas à l'époque. La police, ils sont partis. Ils n'ont pas vu. Ils n'ont pas vu. Il n'y a aucun des policiers qui avait une lampe torche pour vérifier vraiment si le corps était là ou pas. Alors voilà, ça c'est le témoin. Écoutez quand même la réaction des policiers qui évidemment se défendent parce que c'est un dossier emblématique. Écoutez ce que dit ce syndicaliste du syndicat SGP Police. Un second témoin s'est donc présenté à eux par le biais d'une fenêtre, en ouvrant un volet, en tenant des propos de différents, de voix publique, un différent grave, très grave, avec des injures, des menaces, mais nos collègues n'ont pas eu suffisamment d'informations, là encore une seconde fois, pour pouvoir les exploiter. Ils sont restés sur le secteur, ils ont fait, comme on dit, une visu, ne voyant ni protagoniste, ni suspect, ni victime, ni, je dirais, aucun détail descriptif, pas de direction de fuite. Bien, nos collègues sont rentrés au commissariat de Cagnes-sur-Mer, ont établi une main courante, j'ai envie de dire, ce qui se fait de manière très très classique. Voilà pour la réaction du syndicat SGP. Je précise quand même qu'il y a une enquête du parquet classique et 2 enquêtes de l'IGPN sur ce dossier, c'est important. Donc la police des polices va enquêter sur ce qui s'est passé, le déroulement des faits, une enquête administrative et une enquête judiciaire. C'est important de le préciser parce que cette affaire et la mort de Chloé, évidemment, aura des suites. Juste sur les mains courantes, ça fait plus de 15 ans qu'on demande la suppression des mains courantes. Il y a toujours des mains courantes. Donc tant qu'il y aura des mains courantes, vous souhaitez un dépôt de plainte? Bien sûr. Et quand la femme revient en arrière, on peut enquêter et on peut mettre en route une instruction. 2, sur le problème de cette zone où la femme veut partir, c'est une zone de danger extrême. Il y a une deuxième zone dont on a parlé tout à l'heure, c'est l'exercice du droit de visite. Et c'est là où, quand on permet encore l'autorité parentale, qui peut même empêcher un enfant d'aller voir un psychologue, vous vous rendez compte, le père violent peut empêcher la mère d'amener son enfant voir un psychologue. C'est délirant. C'est-à-dire qu'on ne retire pas à cet homme violent son droit parental, le droit d'exercer son autorité. Tout à fait. Peut-être rappeler la différence après entre main courante et un dépôt de plainte. Allez-y, Noémie. Une main courante, on signale. On le signale. On le signale, mais on ne souhaite pas que la personne dont on dit qu'elle est l'auteur d'une infraction soit poursuivie. Alors que là, si je dois simplifier un peu les choses, c'est ça. La main courante, c'est un classement. C'est un gros cahier et on le met. On garde une trace. Mais en fait, ça veut dire qu'il n'y a pas d'enquête, il n'y a pas d'instruction, il n'y a pas de communication. On le note. On le note. Et en fait, ça devrait être, pour les questions de violence, interdit. En fait, la main courante doit être bannie. Sur ces dossiers en particulier, on dépôt de plainte immédiat. Et nous, ce qu'on réclame même, c'est que les policiers et les commissariats qui pratiquent encore des mains courantes soient sanctionnés. Parce qu'en fait, c'est la double peine pour les femmes victimes de violences. C'est-à-dire que quand vous avez déposé une main courante et qu'on vous dit, maintenant, rentrez chez vous, ça donne un sentiment d'impunité au conjoint violent qui est énorme, en disant, même en allant au commissariat, il ne se passe rien. Donc, je peux continuer mes violences en toute impunité. Et c'est un très mauvais signal donné au conjoint violent qui est la police ne va pas traiter mon affaire. Dans un des plans violence datant de l'époque du président Sarkozy, on avait demandé à ce que toutes les mains courantes soient examinées. C'est à l'époque où le président Sarkozy souhaitait qu'on prenne en charge les victimes le plus rapidement possible. 5e plan violence. Ça fait 2 ans qu'on est dans la grande cause du quinquennat. On a encore un diagnostic, on a un beau discours. Et des chiffres alarmants. Et on a quel résultat? Donc là, franchement, on a vraiment un problème. Donc effectivement, il y a des mesures. Excusez-moi, Gilles Lazimi, je vais vous donner la parole parce que je voulais qu'on parle du système judiciaire qui est d'une lenteur d'escargot. Et c'est vrai que parfois on demande d'aller très vite et le système ne va pas vite. C'est un problème exclusivement structurel, c'est-à-dire qu'en un mot, si le Grenelle va jusqu'au bout et répond à toutes les annonces, on règle l'affaire, ou est-ce qu'il y a en France un problème profond,
enracinée, je dirais presque ethnologique. On avait une opportunité exceptionnelle de prendre des mesures pour faire un électrochoc comme en Espagne. Et aujourd'hui, on est encore avec des mesures qui sont distillées depuis plusieurs années. 5 plans violence, 2 années grande cause. Donc là, j'ai un problème. Bien sûr, c'est structurel, mais c'est pas seulement. Il y a vraiment une volonté politique qui n'est pas présente. Il y a du discours, mais il n'y a pas de moyens. Et si on dit que si un pays comme l'Espagne a réussi, on est sur des pays latins avec des tempéraments d'hommes, on peut dire un peu macho. On n'est pas sûr. C'est vrai que les pays du Nord, c'est une autre approche de la vision du couple et de l'homme et de la femme. Et en Espagne, ça a fait des progrès considérables, mais ils ont mis des moyens énormes. On parlait de 500 millions, on parlait de ce milliard espagnol qui, semble-t-il, n'est pas tout à fait ce chiffre. Non, mais c'est des juridictions spécialisées, c'est les bracelets anti-rapprochement qui sont largement utilisés. Et efficacité judiciaire, excusez-moi. Et en plus, on a, je m'excuse, mais un arsenal de lois exceptionnel. Ça fait 15 ans qu'il y a des lois. Donc les lois, elles sont là, elles ne sont pas appliquées. Très clairement. Donc qu'attend-on ? Et ce qui nous et je vous donne la parole ensuite. Et ce qui nous met particulièrement en colère, c'est que ça fait, comme l'a dit Gilles Lazimi, 2 ans qu'on parle de la grande cause nationale. Il y a eu d'autres grandes causes nationales avant, une pour le cancer, une pour la sécurité routière. Il y avait des budgets qui étaient spécifiques à ces grandes causes et qui se chiffraient en milliards. Et là, on a un secrétariat d'État à l'égalité femmes-hommes qui a 29 millions d'euros. 29 millions d'euros, on ne fera pas une grande cause. C'est qu'on sent Marlène Schiappa dynamique, mais embarrassée sur le plan budgétaire. Elle n'a pas les marges. Sur le plan budgétaire, la conclusion d'Édouard Philippe sur c'est pas une question de budget, c'est intenable comme position, parce qu'en fait, on sait très bien qu'il faudrait beaucoup plus d'argent. On évalue aujourd'hui l'État, d'un point de vue interministériel, c'est 78 millions d'euros la lutte contre les violences, sachant qu'on a 225 000 femmes victimes de violences conjugales, 84 000 femmes violées en France et 124 000 mineurs violés en France. C'est pas avec ni les 29 millions de Marlène Schiappa, ni les 78 millions en interministériel qu'on arrivera à des résultats. Et aujourd'hui, en termes de budget, rien n'a été annoncé par Édouard Philippe. Et donc, c'est une grosse déception en termes de budget. Le PLF, le plan de loi des finances, va être voté dans quelques jours, au mois de septembre. Et vraiment, s'il n'y a strictement rien pour cette grande cause qui soit significatif. Au-delà des témoignages. On doit passer au-delà des témoignages, des analyses et des grands discours. Vraiment là, on s'impatiente et on n'aura pas de résultats et de baisse de chiffres avec ce type de budget. Noémie Saladi-Coty, on a beaucoup parlé des commissariats. On l'a vu d'ailleurs à travers cette polémique, la manière dont les policiers interviennent, la manière dont les policiers accueillent. Vous accueillez des patientes, enfin des clientes pour le moins. Je dis patientes parce qu'il y a aussi un travail de psychologie que vous menez avec elles, d'accompagnement, j'imagine aussi. Vous devez vous aussi souffrir de la lenteur de la justice, non ? Ça c'est évident, quand on accompagne les victimes et qu'elles sont confrontées à ça. Elles voudraient que ça aille plus vite. Mais cela étant, ce qui a été dit, et donc là je vais rebondir aussi sur ce qu'a proposé le Premier ministre, mais en tout cas l'arsenal judiciaire, il existe et il est possible aujourd'hui avec ce qu'il y a dans la loi. Pas la peine d'aller faire des nouvelles lois ou des nouvelles mesures, si ce n'est le bracelet électronique, ça je trouve que c'est une bonne chose. Qui permet d'éloigner, qui bip et qui éloigne. D'accord. Mais pour le reste, il y a des lois et il y a des choses qui permettent. Quand j'entends qu'on va faire en sorte que ce soit traité dans 15 jours c'est trop long. Quand une femme est victime de violence, il peut se passer beaucoup de choses en 15 jours. Et c'est pas la rassurer que de lui dire on verra dans 2 semaines, vous inquiétez pas. Non, il y a une possibilité de placer un homme en garde à vue et quand il sort, on le place sous contrôle judiciaire dans l'attente d'un jugement éventuel et à ce moment-là, il peut être placé en détention provisoire si les violences sont graves. S'il y a un danger, il faut évaluer le danger. Un danger imminent, imminent. Et s'il existe, l'homme, il n'y a pas de raison qu'il ne soit pas éloigné et s'il faut, en passant par la case détention provisoire. Non, mais vous évoquez un point important qui est extrêmement pratique, c'est-à-dire que ce n'est pas l'homme qui garde le logement ou la maison parce que c'est le plus fort, mais c'est lui qui quitte le lieu pour laisser vivre l'épouse battue ou la compagne et les enfants. Enfin, il y a un débat parce qu'elle se retrouve seule dehors. C'est possible. Quand c'est possible, parfois des femmes ne veulent pas rester dans le domicile. Il faut absolument les accompagner. Et parfois, la famille est autour du mari et cette femme ne pourrait pas être en sécurité. Et dans d'autres cas, effectivement, il faut de toute façon éloigner l'agresseur. Et ça, ce n'est toujours pas fait et ce n'est pas suffisamment fait, très clairement. Donc, les ordonnances de protection, c'est un dispositif mais formidable. Pourquoi il y a un département où il y a 25% des ordonnances de protection et 75% dans les autres départements? C'est des inégalités territoriales incroyables, avec des délais qui peuvent aller de 2 mois à 3 mois pour délivrer ces ordonnances qui protègent ces femmes et ces enfants. Le téléphone grand danger, c'est la même chose. Il y en a peut-être 500 dans des placards. Qu'est-ce que ça veut dire, 500 dans des placards? Il y a aussi des magistrats effectivement, qui ont des outils à disposition et qui ne s'en servent pas.
Excusez-moi, les téléphones grand danger, pour ceux qui nous regardent, ils sont dans les placards, ça consiste en quoi? Non, ils sont dans les placards. Non, mais j'entends bien, je reprends votre expression. C'est un téléphone qui permet à une femme victime, si elle voit son agresseur, elle peut immédiatement le déclencher. Ça va à une société en Seine-Saint-Denis d'assurance qui ensuite va prévenir directement la police et ça peut enregistrer la conversation et les faits et ça va aider la femme à être protégée. C'est un outil qui a énormément été efficace et qui est très efficace. Il faut que ces femmes en grand danger soient protégées, que leur adresse ne soit pas donnée dans les jugements et ailleurs, éventuellement que ce soit l'adresse de l'avocat et non pas l'adresse des victimes. Il faut que les victimes soient informées du suivi des affaires. Parfois, on découvre qu'un homme qui était en prison a été libéré sans que la victime le sache. J'imagine l'effroi et la peur, bien sûr. Et l'éloignement, il faut vraiment qu'il soit conséquent. Et le téléphone grave danger, 12 500 appels en 2018, a dit Édouard Philippe, et 400 interventions des forces de l'ordre. Dans le cadre, grâce à ces téléphones grand danger, compagnie d'assurance, excusez-moi d'être concret, c'est un service gratuit. Non, mais juste pour ceux, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui n'ont pas de revenus, qui sont sans emploi. Le montage, c'est une interface avec la police qui fait que ça va plus vite. C'est quand même incroyable. Donc ça ne passe pas en direct par le réseau police. Une dernière chose sur les ordonnances de protection aussi, c'est le respect de ces ordonnances de protection. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a beaucoup de récits de femmes qui ont obtenu une ordonnance de protection avant même le procès de leur ex-conjoint violent, qu'ils ne respectent pas et qui vient encore la menacer de mort, venir à son domicile conjugal et derrière il ne se passe rien alors que c'est un délit et que ça devrait déclencher effectivement une réaction des forces de police, au moins qui soit convoquée et qui est effectivement d'autres mesures qui soient prises pour la protection de ces femmes-là. Et il y a beaucoup de féminicides où il y avait non-respect de l'ordonnance de protection et des femmes qui se rendaient au commissariat en disant l'ordonnance de protection n'est pas respectée, il ne se passait rien. Et ça aussi c'est très problématique et ça donne toujours un sentiment d'impunité pour les maris violents en disant en fait cette ordonnance de protection, je peux passer outre et il ne se passe rien. C'est ça, une forme d'impunité. L'impunité renforcée. Écoutez le témoignage de cette femme, parce qu'elle a échappé à la mort, elle n'a pas échappé au coup de son mari, et elle témoigne, comme d'ailleurs celles qui ont témoigné à Matignon, qui ont pris la parole, avec beaucoup de courage d'ailleurs, devant les 3/4 du gouvernement, à Matignon, je le rappelle, qui ouvre ce Grenelle pour 3 mois de réflexion. C'est contesté d'ailleurs sur ce plateau, parce qu'il faut aller au-delà du diagnostic. Écoutez ce témoignage, et on se retrouve juste après. Pendant 5 ans, Laura a enduré les violences de son compagnon sans jamais réussir à dénoncer ou à porter plainte. Je n'arrivais pas à mettre en fait le mot de violence conjugale parce que je l'aimais. À chaque fois, vous avez envie de retrouver les premiers instants magiques et vous trouvez des excuses. C'est la faute de l'alcool, c'est la faute du travail, des problèmes d'argent. Mais la nuit du 16 au 17 avril 2018, les choses vont trop loin. Il m'a étranglée à plusieurs reprises devant notre fille. Elle était déterminée, le regard noir, je vais te tuer. Il m'a cogné plusieurs fois contre le mur, je suis tombée par terre et je me suis dit en fait je vais mourir, je voyais. Laura porte plainte, son compagnon est interpellé et placé en détention. Mais 10 mois plus tard, deuxième cauchemar. Sans que la jeune femme en soit avertie, il retrouve de nouveau la liberté sans bracelet électronique en attente de son procès. C'est comme si je me prenais en fait un coup de couteau dans le dos. J'ai senti un abandon de la justice. Je commençais à aller mieux. J'ai repris mon travail, mais la reconstruction, elle s'est stoppée puisque à partir de ce moment-là, je dormais quasiment plus. J'arrêtais pas de me retourner quand j'emmenais ma fille à l'école. Au travail, c'était très difficile, j'avais peur. Sans réponse de la juge d'instruction face à ses inquiétudes, Laura décide d'utiliser les réseaux sociaux pour se faire entendre. J'étais désespérée, je me suis dit j'ai rien à perdre à part mourir. Une semaine plus tard, sa détresse est entendue. La secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, Marlène Schiappa, la contacte. Et le procureur ordonne de nouveau le placement en détention de son ex-compagnon. Un soulagement pour Laura. Aujourd'hui, à 31 ans et toujours en arrêt maladie, elle veut avancer et aider sa fille de 4 ans, suivie par un psychologue. Elle avait un retard de langage. Comme disaient les médecins, pourquoi voulez-vous que votre fille elle parle? Parce qu'en fait, elle voyait que des cris pour elle, donc elle pouvait que crier. Donc voilà, tous les matins, je me réveillais, elle me disait maman, papa, bobo, elle me montrait mon cou. Donc ça, c'est très difficile. Le chemin est encore long pour réussir à oublier. Laura va devoir retourner devant le tribunal. Cet été, son ancien compagnon a été renvoyé devant la cour d'assises.
Il sera jugé l'an prochain pour tentative d'assassinat. Voilà, témoignage recueilli par Anne Maquignon, qui est un témoignage émouvant de cette femme. Elle s'en est sortie grâce à Facebook. Je vous ai vu lever les yeux au ciel. Vous vous êtes dit, mais c'est incroyable. C'est Facebook, c'est le fait qu'elle ait médiatisé, entre guillemets, son affaire. La procureure s'est intéressée à son dossier. Juste un mot un peu technique. Qu'est-ce qu'ils risquent, les hommes qui battent leurs femmes, sur le plan de l'échelle judiciaire? C'est quoi les peines encourues? C'est les peines des violences avec des aggravations quand c'est dans le cas de Messé, les peines. Alors, tout dépend quel type de violence, mais en tout cas, après, on va regarder le nombre d'années de prison encourues, va dépendre aussi de l'intensité des violences, du nombre de jours d'ITT qui est délivré à la femme. Si c'est des violences qui sont sexuelles, un viol conjugal, voilà, les peines s'envolent et c'est bien normal. Donc voilà, ça va être ce que prévoit le code pénal dans le cadre de violences quelconque. Et puis après, s'il y a une récidive, tout ce qui accompagne la récidive, mais c'est pas des peines qui rebutent, puisque bien souvent, en réalité, en pratique, c'est du sursis qui est. C'est ça. Et puis, je voulais vous entendre. La première fois, oui, non, mais il faut le. Quand on n'est pas récidiviste, on a du sursis. Non, mais c'est important de le dire. Donc ça veut dire que c'est ce que dit cette femme. Quand je l'ai vue sortir avec son bracelet, j'ai pas pu me reconstruire. Sursis, on parle pour des coups, on parle pas des féminicides où les hommes quand même. Ah oui, voilà, évidemment. Bien entendu. Est-ce qu'il y a une obligation d'un suivi psychologique, psychiatrique pour ces hommes? Est-ce que la justice enclenche l'idée que cet homme doit être aidé et suivi d'une manière obligatoire? Est-ce que ça se fait? Des obligations de soins qui entourent les sanctions qui sont prises dans le cadre de violences. De plus en plus souvent, oui. Alors j'entendais et j'entends qu'ils ne sont pas malades et qu'il ne faut pas les soigner. En ce qui me concerne, je pense qu'il faut absolument qu'ils soient suivis après, que ce soit des soins ou autre chose, mais en tout cas qu'ils soient cadrés, qu'ils puissent en parler pour évoluer, pour changer. C'est vrai que ce n'est pas une maladie, mais si on les laisse comme ça, de toute façon, ils recommencent. 10 secondes, Gilles, le mettre en retard. Oui, c'est pas comme la schizophrénie, c'est pas répertorié comme maladie mentale. Le premier traitement, 10 secondes. Le premier traitement, c'est la loi. Donc la prison, c'est vraiment le premier traitement. Le deuxième traitement, c'est l'accompagnement. Et ces hommes-là sont envoyés par les juges avec une injonction, voir des psychiatres. Encore faut-il que ces psychiatres et ces médecins soient formés pour les accompagner. Il y a des groupes de parole. Et ces groupes de parole, on en a parlé tout à l'heure. Merci. Ils sont dans le déni. Merci Gilles Lazimi, merci Céline Pic. Osez le féministe, Noémie Saadi-Cotier, vous êtes avocat pénaliste. Merci d'être venu. Puis merci à Noémie Schulz d'être restée tout au long de notre émission. Police Justice Info, ça se poursuit demain, évidemment, à partir de 16h. Merci pour votre fidélité. Tout de suite, ça se dispute. Et évidemment, c'est dans quelques instants.